Bienvenue sur Terra Yoga, le podcast à la croisée du yoga et de la santé. Je suis Perrine, kinésithérapeute et passionnée par le corps humain. Ici, nous explorons ensemble les multiples facettes du yoga. À la croisée entre la kinésithérapie, le mouvement, le souffle, la performance, on tentera de comprendre ensemble comment le yoga peut influencer nos pratiques sportives et notre quotidien. Dans chaque épisode, je vous propose des réflexions, des conseils pratiques et parfois même des invités inspirants pour vous aider à intégrer le yoga simplement. Alors prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans ce voyage au cœur de la santé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et dans ce nouvel épisode, on va être des co-animatrices. J'ai pas envie de parler d'invités, mais de temps en temps, vous aurez la voix et le son de Camille. Camille qui nous parlera, on parlera du yoga et du trail, nos deux passions qui nous ont réunis. Et on va essayer dans cet épisode de vous convaincre, parce que nous on l'est déjà convaincus, des bienfaits que l'on peut retrouver dans la course à pied et dans le yoga et faire le lien avec ces deux disciplines qui nous animent depuis plusieurs années. Alors, je vais lui laisser un petit peu la parole à Camille et je vais lui demander de se présenter. Salut Camille. Salut Perrine, bonjour à tous. Eh bien ouais, ravie d'enregistrer cet épisode avec mon amie Perrine, avec qui maintenant on a plein de projets en commun. Moi je suis master kinésithérapeute aussi. Et athlète en trail qui occupe beaucoup de mes journées en ce moment. Donc athlète dans la team Salomon, en ultra trail surtout, en trail longue distance. Et puis le yoga que j'enseigne depuis déjà 4 ans maintenant est intervenu un peu dans mon équilibre de vie entre la kiné, la vie d'athlète. Je me suis rendu compte que le yoga était hyper intéressant en fait à introduire pour arriver à équilibrer un petit peu cette vie d'athlète qui parfois est compliqué à gérer. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Camille. Je vais vous poser un peu le contexte. Je suis kiné, vous le savez, c'est dans le texte d'intro. Camille l'est aussi, mais on s'est pas du tout rencontrés par nos professions. On s'est rencontrés parce que elle m'a battue. Elle m'a battue à la Mascarène, je crois. C'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à dater. Nos cheveux blancs peuvent le témoigner. On s'est rencontrés donc à l'île de la Réunion. Moi, j'étais déjà athlète pour le team Salomon, parce que je pratiquais aussi l'ultra trail, le trail, dans un certain petit niveau local. Et on a bien matché, même si elle m'avait doublé. Et on s'est beaucoup entraînés ensemble. Et cette idée de co-animer des séjours yoga trail est venue après avoir foulé de nombreux kilomètres sur nos sentiers réunionnais. On était toutes les deux assez sensibilisées à la prévention des blessures, de par notre cœur de métier. Et on pratiquait déjà de façon indépendante, pas du tout ensemble. On n'avait pas du tout les mêmes profs de yoga, mais on pratiquait déjà le yoga dans cette idée de vouloir équilibrer un peu nos corps et de continuer à faire tout simplement le sport qu'on avait envie de faire, de continuer aussi à lier cette discipline à de la performance. Bon, vous connaissez le palmarès de Camille, peut-être un peu moins que le mien, donc le yoga a peut-être mieux marché pour Cam que pour moi. Mais moi, j'étais blessée aussi et j'avais envie d'équilibrer mon corps, en tout cas de lui faire du bien, de ne pas que vulgairement me flinguer à la course, comme on peut souvent l'entendre dans le jargon du trail. Voilà comment sont nés nos séjours yoga trail. Il y a du coup maintenant plus de 3 ans, si je remonte bien dans la mémoire. Oui, on attaque la 4e année, 2025. Oh. Et donc, on a créé des séjours autour du trail, autour du yoga, où on allie ces deux disciplines. On reçoit beaucoup de personnes qui ont parfois jamais fait de yoga, c'est souvent plutôt le cas. Alors je vous déconseille de ne pas avoir fait de trail, mais c'est déjà arrivé, on en a déjà eu. Donc alors que le yoga c'est souvent entaché de de nombreux préjugés qui font peut-être un peu peur. Donc nos séjours sont orientés sur le lien entre ces deux disciplines qui, j'espère, au cours de cet épisode et à la fin de cet épisode, vous feront sens à vous aussi.
Et d'ailleurs, on a une surprise pour vous à la fin de l'épisode. Donc Camille, est-ce que tu peux me parler un petit peu de... On va peut-être commencer par une définition, parce que je pense que c'est la chose la plus difficile. Est-ce que tu peux me définir, je vais déjà pointer du doigt, ton yoga ? Eh bien, comme on a l'habitude de dire, comme j'ai l'habitude de dire, ouais, il y a plein de yogas différents. Beaucoup sont noyés un petit peu dans le type de yoga, mais j'ai envie de dire que chaque prof, en fait, a son propre yoga avec son expérience, son histoire de vie et la manière et qu'est-ce qu'on veut transmettre, en fait, dans le yoga. Donc, forcément, moi, mon yoga est lié à ma vie d'athlète et de kiné. Donc, moi, je définirais mon yoga, beaucoup... dans la santé, la prévention, quand j'ai affaire à des coureurs, la prévention des blessures, beaucoup en course à pied. Et puis, très axé, on va dire, et axé aux sportifs. Vraiment, oui, ça va être des cours qui vont être, on va dire, plutôt dynamiques, mais aussi une prise de conscience, en fait, sur son corps et apprendre, en fait, à se poser sur son tapis pour justement équilibrer un petit peu ce monde du sport et de la course à pied où on est souvent confronté en fait à faire toujours plus de kilomètres, à partir des aventures toujours plus longues ou sur la course sur route par exemple à aller battre des chronos toujours un peu plus en oubliant complètement en fait l'activité qu'on est en train de pratiquer de la course à pied, comment notre corps il fonctionne en courant, comment on respire, comment quel muscle va travailler, quelle articulation, pourquoi j'ai mal ici ce matin, pourquoi mon corps, il est fatigué en ce moment, donc la quantification du stress mécanique, toutes ces valeurs-là qui font partie intégrante, en fait, du coureur à pied. Donc forcément, moi, je vais l'intégrer encore plus quand j'enseigne chez des sportifs. J'ai enseigné dans beaucoup de sports différents, ce qui a aussi nourri, en fait, ma transmission. Et j'enseigne encore dans beaucoup de cours de coureurs à pied. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de diversifier ces enseignements. On a déjà reçu le témoignage. Alors, moi, je l'ai expérimenté sur moi et j'en suis convaincue, mais on a aussi reçu des témoignages qui vont en ce sens. Si j'avais pratiqué le yoga à mon époque de sportif de haut niveau, j'aurais modifié ma carrière dans le sens positif. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, effectivement, c'est un témoignage qu'on a régulièrement dans le monde du yoga parce que oui, gérer une carrière de sportif de haut niveau, donc moi je suis en plein dedans, donc je sais pas encore l'issue et c'est ça qui est superbe aussi, c'est que pour l'instant j'essaye de garder cet équilibre-là. Pour moi ça va être le yoga, mais chez certaines personnes ça va être autre chose. Donc oui, moi j'en suis convaincue que le yoga va vraiment en fait apprendre à gérer sa carrière, à gérer ses propres besoins qu'on a à l'instant T pour pouvoir être performant. Et en fait, c'est très difficile en fait d'être en bonne santé dans le sport de haut niveau. Le sport santé, c'est quelque chose, mais le sport de haut niveau, c'est parfois très éloigné de la santé. Et en fait, je me suis bien rendu compte de cela. J'ai des valeurs que je souhaite conserver vis-à-vis de la santé. Parce que voilà, on sait toujours d'où on vient et ça, il faut pas l'oublier. Donc le yoga me permet un petit peu de ramener ce sport de haut niveau qui est possible, en tout cas je l'espère, de rester en bonne santé dans cette exigence du sport de haut niveau et c'est sûr que le yoga aide beaucoup par plein de paramètres qu'on va vous citer par la suite, notamment sur la course à pied mais pas que et ouais, j'espère, en tout cas c'est un peu mon leitmotiv et ma manière de voir les choses dans ma carrière. Donc voilà, j'essaye de mettre en place et de conserver ces valeurs-là. Dans tous les cas, c'est hyper enrichissant et j'apprends énormément de choses. Parce que là, on va vous parler du yoga et du trail, mais on pourrait faire un épisode sur le sport à part entière. On va vraiment retrouver dans le yoga différentes thématiques qui vont le rendre adaptable à toutes les disciplines sportives. Que ce soit la course à pied, que ce soit, on fait un peu de ski aussi, nous en parallèle. Moi, j'ai un passé de skieuse et vraiment, j'aurais aimé avoir les différents outils que je peux retrouver actuellement dans le yoga, dans ma pratique sportive. Donc, il y a un sujet un petit peu épineux qui dit, est-ce que le yoga, c'est un sport ou c'est un complément d'un sport ? Moi, j'aime bien de dire que le yoga, c'est un petit peu ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir retrouver dans le yoga ce dont vous avez besoin. Il y a une étiquette très forte collée au yoga, que le yoga, c'est la souplesse. Donc, je fais une petite transition. Est-ce que, Camille, tu es souple ? Non, en tant que coureuse à pied, c'est pas possible, en fait, d'être souple. Il faut bien partir du principe
que la course à pied, ça enraidit quoi qu'il en soit. J'ai un exemple d'une copine qui faisait de la natation synchronisée, donc hyper souple. Si elle allait courir 20 minutes, il lui fallait 1 heure pour retrouver ses amplitudes articulaires qu'elle a besoin, elle, pour son sport, pour performer dans son sport. Nous, on n'a pas trop besoin d'être ultra souple en course à pied. Au contraire, il faut garder des amplitudes anatomiques qu'on a normalement, mais on va indéniablement s'enraidir, quoi qu'il arrive, parce que les chocs de la course, le mouvement qui est toujours le même, et on travaille en trail un peu plus d'autres muscles, parce qu'il y a les montées, les descentes, les bâtons, sans bâton, tout ça. Mais course à pied sur route, c'est inévitable, on va forcément être amené à s'enraidir avec les années, avec les kilomètres. Et prévenir les blessures dans ce contexte-là, c'est vraiment pas simple si on n'a pas d'autres sports à côté qui peuvent venir équilibrer tout ça, ou alors effectivement le yoga et l'écoute de son corps, parce que faut savoir que oui, la course à pied, il y a un risque de blessure je connais pas grand monde qui ne s'est pas blessé dans sa carrière ou dans sa vie de sportif amateur. Donc voilà, l'idée c'est de rester lucide avec ça, de savoir que c'est un sport, on va dire, à risque dans ce sens-là, mais que tout n'est pas figé. On peut toujours réguler et équilibrer tout ça. Trop bien, merci. Parce que moi, je reçois souvent des témoignages. Tu cours pas vite parce que t'es souple. Moi, j'ai des prédispositions, je pense, à être souple. On va un petit peu parler, c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, vous aurez un autre épisode sur cet amalgame entre la souplesse et la mobilité. Moi, j'ai des prédispositions qui m'ont amené à forcément adhérer tout de suite au yoga. Mais les gens qui sont de base un peu raides, comme les coureurs, vont avoir peur du yoga par cet amalgame avec la souplesse. Donc, dans cet épisode, j'aimerais commencer peut-être par ça, casser le mythe de « il faut être souple pour faire du yoga » et si vous êtes souple, vous ne serez pas performant en course à pied. Si vous n'êtes pas mobile, il y a des forts risques, et ça, les études scientifiques le montrent, que vous allez avoir des facteurs de risque de vous blesser. Et si vous êtes mobile, potentiellement, vous aurez ce qu'on appelle des rebonds au niveau des structures aponevrosiques du corps qui vont vous permettre d'augmenter vos performances. Donc, dans le yoga que je transmets, que Camille transmet aussi, c'est pas tellement un yoga axé sur la souplesse. Il y en a qui trouveront des yogas axés sur la souplesse et c'est très bien. Mais nous, dans le lien qu'on va faire avec la course à pied, c'est un yoga qui va être allié à la mobilité, qui va vous permettre de gagner en mobilité. La mobilité, c'est d'être capable d'aller chercher de la force dans des amplitudes dont vous allez avoir besoin. Typiquement, si vous regardez ce qu'on appelle la foulée bondissante, vous savez, c'est ce petit mécanisme où le genou monte vers la poitrine qui vous permet d'aller chercher une foulée plutôt vers le haut, si je dis pas de bêtises, parce que c'est Camille un peu plus experte que moi. C'est exactement ça. Et on va retrouver des postures de yoga. En tout cas, nous, dans nos classes, dans nos séjours yoga trail, on essaie vraiment de vous faire prendre conscience de ça, qui vont vous permettre de générer de la force et du coup d'avoir des foulées qui vont être, ça va peut-être vous séduire, économes. Donc, dans l'ultra-endurance, l'économie de course, c'est ce qu'on a envie vraiment de développer. Oui, c'est très bien résumé. Merci. C'est très bien résumé sur vraiment la technique pure de course. Et puis après, on va aller chercher aussi tout ce qui va être une pratique pour rééquilibrer une posture qu'on a, par exemple, toujours la même sur 50 km, on va dire, pour des longues distances. Chercher à rééquilibrer sur le tapis une fois par semaine, où certains auront leur routine un petit peu tous les jours, plutôt dans de l'ouverture, plutôt dans du réétirement de certaines chaînes qu'on surutilise en course à pied sans aller chercher de la douleur, juste retrouver en fait des amplitudes articulaires normales et retrouver une balance, un équilibre avec ces muscles et ces chaînes qu'on surutilise en fait en course à pied. Donc là, on parle d'une pratique qui est plutôt posturale pour vous donner des éléments un peu concrets dans ce podcast pour qu'ils vous servent à quelque chose. Et effectivement, si vous allez pratiquer, dérouler votre tapis, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas faire la même chose avant d'aller courir qu'après être allé courir. Est-ce que Camille, typiquement, toi, tu peux nous donner, grosso modo, d'un point de vue postural, ta routine? J'aime pas parler du matin parce qu'on n'a pas forcément le temps de dérouler son tapis le matin, mais qu'est-ce que tu ferais avant d'aller à l'entraînement? Je parle pas avant d'aller à la compète parce que ça pourrait être encore autre chose. Ouais, effectivement, il y a vraiment plein de paramètres
à adapter par rapport à son timing, sa vie, son corps. Le premier paramètre, moi, que je vais quand même beaucoup utiliser, ça va être écouter mon corps et écouter les douleurs que je vais avoir le jour J. Donc en période de blessure, il y aura forcément des échos avec le système de santé qui m'entoure, le kiné, le préparateur physique qui va me dire « Ah tiens, c'est bien si tu intègres cet exercice dans ta routine. » Je vais l'intégrer dans ma routine de yoga. Donc certains diront peut-être c'est pas du yoga, mais moi ça me permet en tout cas de le faire, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'outils que je vais utiliser dans cette routine-là. Et puis après, effectivement, si je pars courir derrière, je vais faire un peu un échauffement, mobilité, donc très actif, commencer à réveiller certains muscles avec certaines postures que j'ai l'habitude de faire. Souvent le matin, je réfléchis pas trop, donc je fais des postures simples en fait, qui vont très bien réveiller. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très compliqué, il faut que ce soit très pragmatique. Et voilà, et après, je combine un petit peu, voilà, vraiment cette histoire de prévention des blessures, rééducation aussi en fait, parce que voilà, en période de blessure on a forcément des choses à faire. Même si je suis pas blessée, en fait je fais des rappels peut-être de blessures que j'ai eues anciennes, et je me dis ah ouais tiens, ça c'est pas parce que t'as plus mal qu'il faut plus que tu le fasses. Tu sais que c'est ton point faible, on a tous des points faibles quoi qu'il arrive, liés à notre histoire, à plein de choses. Et donc, je vais les réintroduire et essayer de ne pas les oublier, parce que c'est malheureusement jamais trop acquis à 100%. Nos points faibles qui sont présents, ça fait partie de notre historique. C'est comme une cicatrice, elle est présente, quoi. Donc voilà, j'essaie de mixer un petit peu avec ça en pré-course, et puis en post-course, ça sera plus du retour au calme, beaucoup plus peut-être de respiration, parce que on en parlera plus précisément peut-être tout à l'heure, mais voilà, il y a vraiment un vrai effet sur la récupération. Je me suis longtemps interrogée en pensant qu'il y avait certaines postures qui, quand on sent un étirement, on se dit « Ah, j'aurais pas de courbature, ah, c'est ça ». Et en fait, de fil en aiguille, et puis les études le montrent, c'est surtout en fait le lien entre la posture et la respiration qui agit sur notre récupération. On peut faire plein de postures, mais sans la respiration, en vrai, la récupération, ça marche pas tant que ça. Et la respiration uniquement a un gros potentiel sur la récupération. C'est pareil, exactement. On pourra en parler. Exactement. Donc souvent, dans le sport et puis chez coureur à pied, on a besoin de lier cette respiration à un mouvement ou à une posture, mais c'est sûr que il faudrait faire des études très poussées, mais que juste la respiration est en fait hyper bénéfique pour la récupération. Donc voilà, ça va varier un petit peu entre toutes ces thématiques-là sur le pré- et post-course à pied. Et c'est ce qu'on utilise, nous, dans les séjours yoga trail. On amène parfois une pratique de yoga avant le footing, et après la sortie, on leur montre sur quoi on va pouvoir agir pour aller chercher des amplitudes que la course à pied ne nous permet pas d'aller, et toujours dans cette notion de ce qu'on appelle l'osmose, c'est-à-dire aller chercher un équilibre dans le corps. Donc on est allé un petit peu déjà sur le terrain de la respiration, mais si je reviens d'un point de vue postural, avant la pratique de la course à pied, si vous mobilisez, moi j'aime bien donner l'exemple dans les séjours yoga trail de la mobilité de la cage thoracique, vous aurez de fait une aisance respiratoire dans le footing qui va suivre. Vous pouvez l'expérimenter vous-même. Vous faites 10 minutes un petit peu de mouvement axé sur les inclinaisons. Vous savez, le fait de lever le bras et étirer ce qu'on appelle le côté du corps à droite, à gauche, aller chercher toutes les amplitudes qui sont proches de la cage thoracique. Derrière, vous allez courir. Moi, j'ai l'impression que si je fais ça, je peux suivre Camille, quoi. Et ensuite, si vous avez déjà fait votre entraînement, le soir, moi j'aime bien dire à distance. Donc à distance, c'est quand votre corps est entre guillemets refroidi. Là, je vulgarise un petit peu. On n'a pas tous ce même délai de refroidissement. Il faut savoir que c'est de récupération. Les athlètes de haut niveau, typiquement, eux, récupèrent très vite. C'est un peu de qui la poule a fait l'œuf, on ne sait pas, mais ce qui fait qu'ils peuvent être des athlètes de haut niveau, c'est qu'ils ont cette capacité à récupérer très vite. Moi, typiquement, il faut que j'attende une grosse heure, une bonne douche, tranquille. Et après, à distance, je vais aller chercher à rééquilibrer mon corps. Parce que si vous êtes coureur à pied et que vous nous écoutez, vous savez très bien où est-ce que c'est raide et où est-ce que ça l'est pas. Donc, j'aime beaucoup enseigner à mes élèves ce côté intuitif, comme tu nous as parlé, Camille, découvrir son corps, découvrir son plein potentiel. Moi, quand je me suis mise au yoga, je pensais que je connaissais le corps humain parce que je l'avais étudié par mes études de kiné.
Mais en fait, oui, je le connaissais sur le papier, mais mon propre corps, en fait, j'y connaissais absolument rien. Ouais, ça rejoint très bien le sport et de ce qu'on peut attendre de la performance à haut niveau ou pas d'ailleurs, parce qu'un amateur qui veut battre son record sur 10 kilomètres, quelque chrono que ce soit, ça reste de la performance en fait et un objectif. Et c'est sûr que le yoga va beaucoup aider en fait à vraiment fixer correctement ses objectifs, être à l'écoute de son corps parce qu'on pense le connaître, tu l'as très bien dit. Mais au final, des fois, on se laisse leurrer par les autres, donc par les réseaux sociaux, par maintenant des réseaux sociaux comme Strava. On se laisse leurrer en fait en se disant oui, je suis capable de faire ça, ou ah, j'ai rien fait aujourd'hui parce que un tel a fait ci, un tel a fait ça. Et en fait, on en oublie complètement de s'auto-écouter et de savoir ce que notre corps est capable de faire. Et du coup, on est un peu biaisé dans tout ça. C'est encore pire dans le vélo, par exemple, où maintenant, ils ont des capteurs de puissance quasiment dans tout ce qu'ils font. Et de glycémie. Et de glycémie et de tout ça. Et c'est vrai qu'on pense qu'on en est loin, mais en fait, pas tant, parce qu'on court beaucoup avec une montre. Il y a plein d'avantages. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait enlever la montre, quoique c'est un très bon exercice de temps en temps, à petite dose, et c'est hyper intéressant aussi. Mais en fait, on sort un petit peu, on rentre dans des chiffres et on en oublie complètement vraiment de s'écouter soi-même. Et c'est là où le yoga va avoir énormément d'intérêt. Donc, on pense que le sportif se connaît, mais au final, est-ce qu'il se connaît vraiment ? Et même moi, je me fais leurrer encore. Ça résout pas tout. Le yoga, c'est un perpétuel équilibre et c'est en perpétuel mouvement. Donc, il faut pas croire que c'est la clé. Il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, c'est un outil hyper intéressant. Complètement. Et puis, je rebondis un peu sur cette idée de sortir du chrono, de sortir de la performance. Quand vous êtes sur le tapis, je vous déconseille, moi je le vois pourtant, de déclencher la montre, de se dire je fais une séance de yoga de 10 minutes. Non, déroulez votre tapis, faites une petite routine intuitive à l'envie. Je rebondis aussi sur cette idée de chrono. Les gens me disent oui, mais attends, Perrine, là, je vais me rajouter encore un truc. On a tous 10 minutes dans la journée. Moi, c'est le temps que ma machine à café coule ou que ChatGPT bosse à ma place maintenant. J'ai mon tapis de yoga et des fois, c'est 3 minutes, des fois, c'est 5 minutes, des fois, c'est 1 heure. Mais on a, je pense, vraiment, nous qui sommes kinés et qui cherchons à aider les gens dans la prévention des blessures, justement, j'essaie de leur faire comprendre ça. On a tous 10 minutes et peut-être que ça serait plus intéressant de breaker votre footing de 10 minutes pour avoir ces fameuses 10 minutes sur votre tapis, que de vouloir faire des footings à rallonge. Privilégier vraiment cette notion de mobilité. J'aimerais qu'à l'issue de ce podcast, vous dites, putain, je suis assez convaincue que peut-être que travailler des amplitudes articulaires vers lesquelles je ne vais pas, ça va m'aider dans ma performance, ça va m'aider dans mon sport et je vais y prendre du plaisir. Ouais, c'est très bien résumé. Ok, et deuxième, plus que deuxième, j'espère maintenant, mais bénéfice du yoga, chose que l'on peut retrouver dans le yoga et qui, toi, est encore d'actualité, Camille, moi, qui m'a aidée sur cette notion de gestion du stress, de préparation mentale. Là, ça a été un peu la mode sur les derniers Jeux Olympiques. Le yoga va vous permettre de travailler ça aussi, parce que c'est ce lien avec le corps que l'on va retrouver dans le yoga, avec la respiration, on en a déjà un petit peu parlé, et avec le fonctionnement, quand on parler de se découvrir, c'est aussi comprendre que vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes aussi un mental. Alors les personnes qui font de l'épreuve d'ultra-endurance le savent très bien que sans ce mental, vous n'allez pas bien loin. Quels sont, Camille, peut-être que tu pourras nous en témoigner, les éléments que tu peux retrouver dans le yoga qui t'ont aidé ou qui t'aident encore dans tes épreuves d'ultra-endurance ou dans ta préparation mentale ? Ouais, alors à titre plus personnel, ça va être vraiment plutôt un travail du quotidien en fait. C'est des outils que moi j'utilise pas forcément pendant la course, mais en fait c'est quelque chose qu'il faut utiliser au quotidien, qu'il faut répéter en fait pour que ça devienne des automatismes dans la tête. Donc ça va de cultiver un petit peu, ça c'est pareil, on n'est pas tous nés pareil, on n'a pas tous la même histoire, mais cultiver un petit peu ses objectifs. Pourquoi je vais courir cette course ? Allez, je prends cet exemple-là très, très concret. Il se cultive pas le jour de la course, là c'est un petit peu trop tard. Donc ça va être voilà, savoir écouter son corps, voir ce qu'il est capable et dire ok là je vais pas faire cette course parce que
Bon, ça peut être un bon objectif que tous les copains font cette course, donc j'y vais et c'est très bien, c'est ça. Mais des fois, voilà, on y va à contre-cœur et forcément, quand on a besoin de ressources mentales au moment T, et ben là, on va peut-être pas les trouver. C'est voilà, c'est un des exemples. Il y en a plein. Il faut juste acquérir en fait des schémas mentaux positifs qui vont vous aider. Et c'est pas forcément que le jour de la course qui vont être là. Alors il y a certains qui vont avoir des petits tips vraiment exercice mental le jour de la course. Mais là, on sort un tout petit peu du sujet quand même. Mais moi, ça va être vraiment, voilà, le yoga, l'intégration au quotidien, en fait. C'est plutôt une manière déjà d'être en bonne santé et de bien vivre, parce que c'est un peu, voilà, mon leitmotiv. Et le sport fait partie intégrante de tout ça. C'est ça, en fait, qui va au quotidien m'aider lors des compétitions. Et après, tu parlais de la gestion du stress. Effectivement, il y a le stress lié à la performance, à l'objectif, mais il y a aussi la gestion du stress, on va dire, dans son état global. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la course à pied, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi, on détaille tout ça, effectivement, dans la formation yoga et course à pied, sur tout ce qui est quantification du stress. On dit mécanique, mais il est aussi lié à la partie du travail, de la gestion de son quotidien, de son histoire de vie. Et en fait, tout ça, le yoga va permettre de gérer un petit peu, en tout cas avec certains outils de respiration, certaines postures, d'arriver à gérer tout ce qui va entourer, parce qu'il y a, oui, il y a la course à pied, mais pas que. Et en fait, les blessures sont aussi liées à tout cet entourage-là. Mmh. Parce que nous, on aime bien vous décrire le yoga en 3 points. Bon, il n'y a pas que nous, d'ailleurs, mais souvent, le yoga, on peut regrouper la notion de pratique posturale, de pratique méditative et de pratique de respiration. À titre personnel, moi, j'ai trouvé dans le yoga la pratique méditative qui m'a beaucoup aidée dans les ultras que j'ai refait cette année, parce que je me suis revenue un petit peu à la compétition avec des poumons de grand-mère, mais je suis revenue à la compétition avec 2 ultras et je me suis dit, mais waouh, mais bien sûr, parce que quand vous faites une épreuve ultra-endurance, vous avez forcément des pensées négatives qui apparaissent. Votre cerveau est fait pour produire des pensées négatives, pas des pensées positives. C'est un lien avec sa survie. Et quand vous travaillez en yoga, la partie méditative, c'est-à-dire cet état qu'on appelle de pleine conscience, de se rendre compte qu'on est des machines à créer des pensées, parfois des pensées négatives, et qu'en fait, on est capable d'observer cette pensée, de s'en détacher, de se dire, ok, là, elle vient m'envahir, elle vient me donner une information, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la traite? Et sur la longue distance, vous allez avoir, j'ai faim, j'ai froid, j'ai envie d'arrêter, j'ai des pensées noires. Ok, c'est normal, ça arrive. J'ai un petit tips de ma belle-sœur qui est psy, qui dit, tu la numérotes, pensée numéro 1. Alors, sur le grand raid, il y en a peut-être 10, 15, 100, beaucoup. On la numérote, on la met dans la petite boîte là qu'on a créée grâce à la pratique, comme tu as dit, à long terme, quotidienne. C'est vraiment de mettre ça en place de façon récurrente. Et vous êtes ensuite capable de vous dire, ce n'était qu'une pensée, est-ce que j'y réponds? Parfois, peut-être que la réponse est trop forte et ça sera oui. Ou sinon, je dis, ah ouais, je suis capable, en fait, d'être un être à part entière, de continuer à fonctionner avec mon environnement, dans la montagne, les odeurs, les sentiers, le contact de mes pieds dans le sol. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a énormément aidée. Et de me recontextualiser, de me dire, en fait, comme tu as dit, Camille, je sais pourquoi je suis là. Et j'y reste, parce que j'ai bossé là-dessus. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi tout un côté, en fait, plus on va se connaître, plus dans ces moments-là, il faut se recentrer sur soi et en fait, essayer d'éviter d'avoir tous ces pensées et ces paramètres extérieurs qui sont complètement indépendants de nous. Et on peut toujours se ramener à nous-mêmes, en fait. Nous, notre propre corps, il va pas nous lâcher, il est encore présent. Et même sur des douleurs, c'est arriver à dire, ok, cette douleur, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'elle est trop importante? Je ne peux plus la gérer. Et dans ce cas, on va enclencher un autre schéma. Mais il faut se ramener vraiment à soi. Moi, il y a eu une course, notamment l'année dernière, où vraiment, je revenais de stage, pas les jambes, fatiguée, ok. Mais en fait, par contre, par exemple, j'arrivais super bien à manger. J'ai dit, là, tu te focalises que là-dessus. T'arrives super bien à manger, l'énergie, elle va être là, et puis tu continues, c'est pas grave, en fait.
les jambes sont pas là, bah tu vas pas les inventer, c'est comme ça, c'est la vie, et se reconcentrer sur des choses qui sont propres à nous-mêmes. Et ça pouvait être aussi le prochain ravitaillement, ou mes amis, c'était à la maison, qui sont venus me voir ici, trop bien. Et ça, c'est des choses qui dépendent que de moi, donc je peux vraiment me focaliser sur ça. Et voilà, et ça, c'est hyper intéressant aussi d'avoir déjà des schémas mentaux un petit peu formés là-dessus, s'entraîner un petit peu avec ça pour pouvoir avancer, en fait. Parce que le mental, comme le corps, ça s'entraîne. Exactement. Et si on va pas chercher ces connexions-là, c'est pas le jour de la course, on dirait putain, en fait, j'aurais peut-être dû les écouter, ces 2 nanas sur le podcast. Troisième volet, versant du yoga, la respiration. Je sais que ça intéresse beaucoup. Je reçois beaucoup de questions parce que je suis très active sur les réseaux pour vous donner plein d'intérêt à favoriser votre gestion du souffle. Est-ce que toi, Camille, c'est quelque chose... alors, je ne devrais pas poser la question à Camille parce que, en fait, si vous avez déjà couru à côté de Camille, vous dites, mais moi, je suis rouge comme une tomate. Je mouche dans tous les sens. Camille, elle est en aisance respiratoire en permanence. Donc, c'est peut-être pas la bonne personne. Est-ce qu'on peut avoir une autre invitée ? Mais est-ce que, je vais quand même te poser la question, tu travailles de façon spécifique, toi, la respiration ? Alors, vraiment, en termes de développement des muscles respiratoires, je dirais que non, mais par contre, ça va beaucoup m'aider typiquement à peut-être gérer mes intensités. Souvent, je l'utilise, je vais respirer uniquement par le nez sur des intensités 1, 1,5, 2, vraiment quand je veux être sûre de rester en footing. Ou alors, le deuxième bon indice, c'est de faire un blabla run avec une copine ou un copain. Et du coup, là, si on est en aisance de pouvoir parler, là, ça marche bien aussi. Donc, je vais vraiment l'utiliser. Si je suis capable de respirer par le nez sans forcer, sans rien, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis des années aussi, donc ça se met pas en place du jour au lendemain. Ça va m'aider un peu à avoir des bonnes intensités, on va dire. Et puis je sais que du coup, il y a un travail derrière aussi, musculaire, méditatif aussi quand même beaucoup quand on respire uniquement par le nez. Je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est vraiment des petits tips que j'ai comme ça. Après, je sais qu'il y a plein de possibilités d'avoir un travail vraiment juste des muscles, mais pour l'instant, moi, j'en suis pas arrivée là. Mais je vais beaucoup utiliser la respiration sur mon tapis, aussi pour... parce que ça fait super du bien, c'est bon pour la récupération. Moi, j'ai pas besoin d'avoir plus de... J'aime pas être vraiment cadrée dans un type d'exercice en respiration. Je me laisse un petit peu aller et juste en fait de respirer à l'instinct, je trouve que ça marche aussi très bien. Parce qu'en course à pied, enfin moi, l'argument que j'utilise pour convaincre les trailers, c'est que vous ne pouvez pas respirer par la bouche et manger. Et on s'est rendu compte que quand même beaucoup de trailers limitaient leur consommation d'aliments parce qu'en fait, ils étaient oxy. Si vous passez toute votre course, votre trail, votre épreuve avec une respiration buccale, vous vous déshydratez parce que la bouche, ça assèche. Donc ça aussi, c'est un argument qui est intéressant de tenir en compte. Et aussi le fait que vous ne pouvez pas à la fois respirer et à la fois mâcher et du coup vous alimenter. Sans que ce soit quelque chose d'anxiogène, de temps en temps, je trouve que c'est intéressant de voir si on est capable de, comme tu dis, faire un footing en respiration nasale. Alors, faire un footing en respiration nasale, si à la fin du podcast, vous l'avez jamais fait et que vous allez le faire, vous allez dire, mais elles sont tarées ou quoi? C'est pas possible. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'étais en PLS, il faut que j'allais m'allonger au bord de la route. Donc, vous pouvez, mais je pense que toi, tu as une très bonne capacité respiratoire de base qui fait que tu es capable d'aller absorber par le nez les volumes que moi, j'aurais par exemple besoin d'aller chercher par la bouche. Mais c'est pas impossible. Ça fait moi maintenant 2 ans que j'ai mis ça en place. J'y trouve des bénéfices, ça sera le sujet d'un autre podcast, à part entière sur ma posture, sur ma digestion, sur... moi, je suis une grande asthmatique, la filtration de tous les allergènes. Le nez a de nombreuses vertus, on pourra le décrire. Mais en trail, ça vous permettra vraiment de vous alimenter et de moins vous déshydrater.
gardez déjà en tête peut-être ces 2 arguments et essayez de façon progressive. Donc ça peut être le même protocole, moi je les envoie vers la clinique du coureur. Le même protocole post-blessure, vous le prenez en respiration nasale. Je marche 5, je cours 5, je marche 5, je cours 5. Et vous verrez que progressivement, si vous le faites de façon, j'insiste bien, confortable, parce que si votre corps il freine, votre système nerveux le verra comme un obstacle et il assimilera pas. Si vous voyez ça comme quelque chose qui va être confortable, là, le corps va l'accepter, va modifier des automatismes. Ouais, c'est exactement ça. Il faut pas le faire pour le faire. Et puis, si vous voyez que vous n'y arrivez pas et que vraiment ça vous procure aucun plaisir, franchement, ne le faites pas. C'est juste pas le moment. Et puis, un jour, vous allez vous dire, en fait, là, je vais essayer. Et moi, c'est vrai que c'est venu, mais vraiment instinctivement, sur une séance où je faisais de la route à l'époque. Il fallait faire 1 kill assez rapide, 1 kill plutôt cool. Et c'était ennuyant à mourir. Et donc, c'est là, mais c'était il y a bien 6-7 ans, je pense. Je me suis dit, allez, je vais respirer par le nez dans le kilomètre cool, voir si j'en suis capable. Et en fait, c'était un peu le challenge. Et au final, sans avoir aucune étude scientifique, sans savoir pourquoi je faisais ça, c'était juste pour divertir mon cerveau, entre guillemets. Et au final, je me suis rendu compte que ça faisait du bien aussi. C'est vrai qu'en termes de récupération et en termes de... Ouais, il y a plein de choses pour tout ce qui va être le travail dans les descentes, en termes de maintien musculaire, pour tous les troubles alimentaires, ça peut marcher très bien. C'est pareil, c'est un outil comme un autre, mais ouais, non, c'est hyper intéressant. Sur le périnée aussi, on en parle dans la formation. Et surtout, vous allez apprendre à vous connaître. Et moi, je trouve que ça, c'est le plus beau la plus belle des choses. C'est comme, des fois, je pars courir 2 heures sans rien amener à boire, sans rien amener à manger. Je dis pas du tout qu'il faut faire ça en course. Je dis juste que apprenez à vous connaître. Ça se trouve, vous allez rentrer en PLS, vous allez appeler même quelqu'un pour venir vous chercher parce que vous êtes incapable de courir 2 heures sans manger. Et puis, ça se trouve, vous allez dire, ah ouais, mais en fait, je suis capable de le faire. Et c'est la même chose, testez, apprenez et puis observez un peu qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous allez apprendre le plus sur vous-même. Et c'est ce qui est trop cool dans le yoga, c'est que c'est infini. Tout le champ des possibles est là. Vous avez plein de choses qui vont vous aider dans la pratique de la course à pied qu'on en retrouvera dans le yoga. Et on s'ennuie, comme tu dis, on s'ennuie plus. Moi, ça fait, je pense maintenant, plus de 10 ans que je pratique le yoga et que je pratique aussi la course à pied en parallèle. Et je découvre encore plein de choses. Donc ça, c'est fantastique. Trop bien. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là, même si vous avez peut-être capté qu'on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que un petit mot de la fin, Camille? Est-ce que tu veux nous parler parce qu'on va pas vous laisser comme ça quand même. Ouais, alors je vous rassure, là, peut-être qu'on part un petit peu dans tous les sens, même si vous avez un peu les grandes lignes quand même des points communs entre le yoga et la course à pied et de notre vision un petit peu du yoga global. On a beaucoup parlé aussi du sport globalement, je pense, et de nos valeurs. On a créé une formation en fait qui va être en ligne dans quelques temps, beaucoup plus structurée que ce qu'on peut faire là à l'oral un petit peu autour d'un café. Et qui va vraiment, l'idée c'est vraiment de vous donner tous les outils nécessaires pour pouvoir pratiquer en pleine conscience, en pleine réflexion, en plein test de son corps. Je pense qu'on a abordé vraiment plein de sujets là sur ce podcast pour pouvoir inclure le yoga soit dans votre vie, soit dans votre pratique de coureur à pied, soit dans votre pratique en tant que coach, en tant que coureur, en tant que praticien aussi de santé. Ça va être ouvert vraiment à beaucoup de personnes. On en oublie certainement qui vont être intéressés et qu'on n'a pas forcément pensé. Donc voilà, l'idée c'était un peu de vous partager, de structurer un peu tout ça, de vous le partager, de vous le transmettre. Voilà, avec nos valeurs, et on sait que ça marche parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on bosse ensemble, notamment sur nos stages, et c'était un peu une évidence de mettre ça un peu en forme, un bon travail, mais aussi un grand plaisir aussi de mettre ça ensemble. Donc voilà, on a hâte en tout cas de vous le proposer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de vivre avec nous cet échange. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir sur les différentes plateformes d'écoute
nous liker, mettre des petits commentaires et le partager autour de vous. Très belle journée à tous et à bientôt sur Terra Yoga. À bientôt.